Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en Israël. En ce moment, je suis au Brésil, à São Paulo, parce que je vais visiter le musée d'archéologie biblique, et je veux vous emmener découvrir les découvertes archéologiques les plus importantes et les plus impressionnantes de cet endroit. Et ensuite, nous allons aussi rencontrer l'archéologue Rodrigo Silva, qui va nous montrer en exclusivité ce qui se passe réellement ici, dans la partie qui n'est pas ouverte au public, et nous aurons donc un accès exclusif pour voir ce qui s'y passe. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut littéralement ouvrir un musée. Je suis littéralement en train d'ouvrir un musée en ce moment, les amis, parce qu'aujourd'hui, il est fermé au public. Ils sont en train de faire des travaux ici en ce moment, donc à partir de demain, il sera de nouveau ouvert. Mais nous allons profiter de l'accès exclusif que nous avons aujourd'hui. Ce musée parle de l'archéologie biblique, et l'archéologie biblique se déroule en Israël, mais pas seulement en Israël, aussi dans les pays voisins, dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, dans ce qui est aujourd'hui l'Iran, la Jordanie, l'Égypte, la Turquie, la Grèce, toute cette région où se déroulent les histoires bibliques. J'apprécie aussi qu'à l'entrée, nous soyons accueillis par ces deux lamassous. Ce sont des répliques. Pour que vous le sachiez, il y a 20% de répliques ici à l'intérieur du musée. Mais cela veut dire que 80% de tout ce que nous allons voir sont des originaux, rapportés des terres bibliques. Comme nous l'avons dit, de toute cette région du Moyen-Orient et ses lamassus, ils ont été découverts, les véritables, à l'origine dans la ville de Ninive, qui se trouve aujourd'hui en Irak. Nous allons maintenant voyager à travers le Moyen-Orient et l'histoire biblique. Suivez-moi. Ici, les amis, la première chose aussi que l'on voit quand on entre ici, ce sont ces archéologues. Il faut se rappeler que l'histoire biblique s'est déroulée en partie il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans. C'est-à-dire, on parle d'une histoire très ancienne, une histoire qui a été ensevelie. Et puis, surtout au cours des 150 dernières années, cette histoire a commencé à être révélée littéralement. Les découvertes sortent de la terre et nous racontent une histoire. Elles nous racontent l'histoire biblique. Et cela est important pour une autre raison, car beaucoup de gens prennent la Bible et se demandent si la Bible est un livre d'histoire, ou si c'est un livre qui a été créé et écrit plus tard et qui n'est pas vraiment une histoire vraie. Et l'archéologie biblique, ce qu'elle a fait, surtout au cours des 50 dernières années, c'est que l'archéologie nous a aidés à prouver la véracité historique de la Bible. Nous avons trouvé des découvertes archéologiques liées au roi David, à Salomon, à tant de personnages bibliques, à des histoires, à des époques. Ainsi, l'archéologie nous aide à prouver la véracité de la Bible et aussi à mieux la comprendre. À quoi ressemblaient les pierres que David a lancées contre Goliath? À quoi ressemblaient les palais du roi David? Comment les gens vivaient, mangeaient, comment ils s'habillaient? Donc tout cela, l'archéologie nous aide à le découvrir, et nous allons aussi le découvrir maintenant avec l'aide du personnel ici du musée d'archéologie biblique. Alors les amis, nous sommes maintenant avec Lucas qui travaille ici au musée d'archéologie biblique. Au musée, dis-nous, quel est ton travail ici? Bien sûr, je travaille dans l'éducation, Aline. La présentation du musée pour adultes comme enfants est notre responsabilité, et rendre le musée plus informel pour les personnes qui viennent nous rendre visite ici. Alors, les amis, c'est vraiment nous aider à nous connecter avec les objets qui sont ici, certains derrière les vitrines et d'autres qui ne le sont pas. Le musée est organisé chronologiquement, donc les objets les plus anciens sont ici, à côté de nous. Et je voulais te demander, quel est ton objet ou l'un de tes objets préférés ici au musée? Bien sûr, nous avons ici un jouet de Mésopotamie datant de 2300 ans avant Jésus-Christ. Il y a plus de 4300 ans. Exactement. Et nous l'avons exposé ici dans notre musée. Allons voir, montre-moi où il est. C'est ici, j'imagine. Il est dans cette petite partie ici. David va le présenter à vous qui regardez. C'est ce petit jouet ici, Aline. Si vous regardez bien, il a deux petits trous au niveau du cou. C'était probablement pour passer une petite ficelle et pour tirer. Vous pouvez aussi voir au moins le début de la roue. Toutes les roues ici ne sont pas d'origine.
Ce jouet vient en réalité de Mésopotamie et a sans doute appartenu à un enfant il y a 4000 ans. Alors, je trouve ça incroyable. L'une des choses que nous avons tendance à faire, c'est que quand on pense aux gens de l'Antiquité, parfois on leur enlève leur humanité. On pense qu'ils vivaient dans un monde différent, qu'ils sont différents de nous, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est impressionnant de penser qu'il y a 4000 ans, il y a 4300 ans, il y avait un petit enfant, peut-être de l'âge de mon fils, qui tirait cette petite vache de haut en bas dans la maison, dans son jardin. Et je trouve ça vraiment génial parce que l'archéologie nous aide aussi à comprendre l'humanité des gens. Parfois, on met les gens de l'Antiquité dans une catégorie différente. Ils viennent du passé, ils sont différents de nous, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Les enfants de cette époque jouaient comme ceux d'aujourd'hui. Les gens de cette époque étaient vaniteux, comme le montrent les bijoux exposés au musée. Les gens étaient vaniteux, aimaient se parer, étaient jaloux, aimaient, détestaient et s'amusaient. Donc, je pense que cela nous montre l'humanité d'un petit enfant que nous ne découvrirons probablement jamais. On ne sait pas vraiment à qui appartenait ce jouet, mais en regardant, on devine déjà. C'était vraiment un petit enfant qui vivait probablement dans un monde entouré de petites vaches et qui voulait aussi jouer avec elles. Donc, c'est vraiment génial. Et maintenant, je veux te demander, qu'est-ce qu'il y a d'autre de très spécial ici au musée? Bien sûr. Aline, voici un projet réalisé depuis la maison, la brique de Nabuchodonosor. Dans un instant, nous allons comprendre pourquoi il a toute cette importance ici pour le musée. Et ce n'est pas pour rien qu'il est placé au point central du musée. Alors, nous allons au centre du musée, tout le monde. Pour ceux qui ne se souviennent pas de qui est Nabuchodonosor, Nabuchodonosor était la personne terrible qui a détruit Jérusalem et Israël. Donc, il était le chef babylonien et c'est lui qui détruit Israël, détruit le temple de Jérusalem. Et c'est impressionnant parce que c'est un nom que nous connaissions à travers la Bible et qu'on a donc retrouvé apparemment quelque chose en lien avec lui ici. Exactement. Alors, ceux qui viendront nous rendre visite, Aline, pourront remarquer qu'il y a eu une transition. Nous avons débuté par la période la plus ancienne et sommes maintenant à l'époque du fer ou de la captivité de Babylone. Vous remarquerez qu'ici, 3 lignes figurent sur l'avant. C'est du cunéiforme acadien. Là, il y avait un designer brésilien, c'était dans les années 70-80. Il travaillait en Irak pendant un certain temps et sur le point de venir au Brésil. Aline, il s'est lié d'amitié avec un garde et le garde l'a autorisé à rapporter cet artefact d'Irak au Brésil. À son arrivée, il a perdu courage et envisagé de le jeter. Mais il y avait un professeur appelé Paulo Barbosa qui a acquis ce fragment de brique comme matériel pédagogique. Il enseignait aux enfants, adolescents ou préadolescents, dans les classes à Espírito Santo avec cette brique. À propos de Daniel et Babylone, lorsque le professeur Paulo a pris sa retraite, il est venu ici et a déclaré « Rodrigo a eu l'idée du musée, moi celle d'une pierre. Il a offert cet artefact au professeur Rodrigo Silva. » Le professeur Rodrigo a traduit et nous avons placé ces 3 lignes visibles ici. La traduction est « Je suis Nabuchodonosor, pourvoyeur de Babylone et gardien du temple d'Esagela Désida, fils aîné de Nabopolassar, roi de Babylone. » Wow! C'est-à-dire, ce que nous entendons ici, c'est une pierre de Nabuchodonosor lui-même, parlant de lui-même. Et nous savons que c'est quelque chose qui arrivait vraiment. On peut dire que les rois de l'Antiquité n'étaient pas du tout modestes. Souvent, lorsqu'ils écrivaient sur eux-mêmes, ils employaient de grands superlatifs, listaient tous leurs titres et mentionnaient fréquemment leur lien avec les dieux. On se rappelle que sous Nabuchodonosor, dans l'Antiquité, ils étaient polythéistes. Ils croyaient souvent que les rois, les empereurs, les pharaons étaient des descendants des dieux eux-mêmes. Donc là, il met aussi tous les superlatifs qu'il a de lui-même et donc qu'il possède aussi les temples. Et ces temples, nous les connaissons aussi à travers l'histoire biblique de Daniel qui a été exilé. Peux-tu préciser la connexion? Bien sûr. Ensuite, des études ultérieures ont été menées en collaboration avec l'Université de São Paulo pour dater cet objet. Au British Museum, on a aussi trouvé une tablette relatant un incendie à Babylone. Mais pour résumer, il existe une grande possibilité, Aline, que puisque Daniel a été captif à Babylone, il ait vu cette inscription. Si cette pierre venait d'un ancien temple à Babylone, 2 temples sont cités. Les Agila, principal temple de Babylone, et l'Ésida, situé à Borsippa. Si cette pierre a abrité les objets du Dieu de Daniel, comme le rapporte Daniel, chapitre 1. Après tout, Nabuchodonosor entre à Jérusalem, prend les autres objets appartenant au Dieu de Daniel et les emmène à Babylone, où il les place dans le temple de son Dieu.
Si cette pierre, Aline, venait d'un ancien temple à Babylone et contenait des objets du Dieu de Daniel, c'est très ironique. Autrefois dédiée aux objets du Dieu de Daniel, elle est désormais conservée dans un musée honorant sa foi. Et je trouve aussi quelque chose d'impressionnant, c'est comme les choses tournent en réalité. Les ustensiles du temple sont allés à Babylone. La personne ayant détruit le temple de Jérusalem rédige probablement cette inscription sur ses actions. Par hasard, cette pierre arrive jusqu'à un Brésilien. Elle est apportée ici et arrive entre les mains de l'une des rares personnes au Brésil qui comprennent ce qui est écrit ici. Je veux dire, Rodrigo Silva est l'une des rares personnes qui aurait vraiment la capacité de traduire ce texte. On voit comment tout s'emboîte parfaitement pour aboutir ici. C'est pourquoi cette pierre est au centre du musée. Je pense que sa place est bien méritée. Et ici autour, je vois certaines choses que je reconnais. Alors, je veux vous montrer une pierre que je reconnais, dont l'original se trouve. Celle-ci est l'original. Ce que nous voyons est l'original, mais ici à côté, c'est une réplique. L'original est dans ma ville d'origine, Jérusalem. Ici, les amis, regardez cette pierre. Ceci est l'inscription de Tel Dan. Tel Dan est une ville à l'extrême nord d'Israël, à la frontière avec le Liban. Et justement, cette inscription a été faite par le roi Hazaël de Damas, Aram Damas, et il écrit qu'il a combattu et vaincu Israël et qu'il a tué des descendants de la maison de David. Donc ici, c'est écrit sur cette ligne ici, si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, à la 5e ligne de bas en haut. Ce mot est plus clair que les autres. C'est écrit là en hébreu ancien, Beit David. Beit David signifie maison de David. Mais les amis, ce n'est pas maison au sens de petite maison où il habitait. Oui, maison signifie sa descendance. Donc ici, on parle de la descendance du roi David. Et cette pierre a été fondamentale pour toutes ces personnes qui doutaient de l'existence du roi David. Jusqu'aux années 70, la plupart des archéologues doutaient de l'existence historique du roi David. Quand ils ont trouvé cette pierre à Dan, ils ont dit « D'accord, ne faites pas attention, il y a des gens qui travaillent. » On a réussi aujourd'hui à entrer justement le jour où le musée est fermé, alors ne faites pas attention. Mais cette pierre ici, la réplique, elle nous montre vraiment que le roi David a existé. Et quand je parle du roi David aussi, beaucoup de gens se souviennent du combat de David contre Goliath, quand David, bien avant d'être roi, alors qu'il était encore jeune, est allé affronter le géant Goliath. Pas avec grand-chose, principalement avec la foi en Dieu. Mais l'autre chose qu'il avait dans sa main aussi, c'était quelques petites pierres qu'il utilisait avec sa fronde pour lancer. Ce n'est donc pas un lance-pierre, même si certains dessins le représentent ainsi. Mais il n'avait pas de lance-pierre, il n'y avait pas d'élastique de lance-pierre. En fait, il utilisait une fronde. Et ici, on peut voir le cuir. Il est moderne, il a été fabriqué pour qu'on puisse voir à quoi il ressemblait. Mais les pierres sont originaires d'Israël, de Khirbet Keiafa. Khirbet Keiafa est une ville relativement proche de Jérusalem et c'est aussi une ville où le roi David a construit beaucoup de choses. Ce sont donc des pierres de fronde. Alors, la prochaine fois que vous lirez la Bible et entendrez l'histoire de David lançant des pierres contre Goliath, imaginez que les pierres ressemblaient à cela, des pierres rondes. Et ici aussi, on voit la fronde, donc, en cuir qu'il utilisait comme ça et qu'il a lancé sur la tête de Goliath. Et vous connaissez la suite de l'histoire. David vainc Goliath. Et il y a encore beaucoup d'autres choses ici dans le musée. Alors, continuons à marcher ici parce que vraiment, je suis émerveillée par tout ce que je vois. Mais maintenant, je veux aller du côté de l'Égypte. Allons-y. Ici, d'ailleurs, je viens de voir cette image de Moïse ouvrant la mer Rouge, conduisant le peuple de l'esclavage à la liberté. Il quitte en cet endroit pour la liberté le désert, puis entre en terre d'Israël. Cependant, rappelons que le peuple a été esclave en Égypte pendant près de 400 ans. Et pour cette raison, beaucoup de choses sont restées gravées dans le peuple d'Israël comme des marques égyptiennes, et Israël a aussi laissé sa marque en Égypte. Et il y a une marque qui est vraiment ici. Venez ici avec moi. Ceci, c'est la stèle de Merempta. Regardez sa taille. Je veux dire, quand on pense au monde antique, beaucoup de constructions étaient vraiment très, très grandes, colossales. Donc, ceci est une grande inscription faite par l'un des pharaons, par Merempta, et il écrit sur les choses qu'il avait faites, en rappelant qu'il se fait beaucoup d'éloges à lui-même. Le point essentiel de cette stèle est ici en bas. Je vais vous le montrer.
Elle est conservée en Égypte jusqu'à aujourd'hui et elle a été écrite en 1206 avant Jésus-Christ. Donc, elle a environ plus de 3200 ans. Et pourquoi est-elle si importante? Parce que le pharaon qui a écrit celle-ci, il écrit à propos d'une bataille qu'il a eue contre un peuple voisin. Et regardez ici en bas, on peut lire en hiéroglyphe. Ici, il est écrit Israël. Cela veut dire qu'il parle de la bataille qu'il a eue contre le peuple d'Israël. Celle-ci est la plus ancienne inscription au monde qui mentionne ce nom, Israël. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est important de regarder l'archéologie pour voir cela ici. Il y a plus de 3200 ans, un pharaon égyptien mentionnait l'existence d'Israël comme une nation voisine de l'Égypte. D'accord, ils étaient en guerre à cette époque et le contexte n'est pas le plus beau qui soit. Mais beaucoup de gens aujourd'hui disent qu'Israël ne devrait pas exister, qu'Israël doit être rayé de la carte. Beaucoup disent que cette terre n'est pas la terre d'Israël. Alors, je pense que c'est l'archéologie qui nous montre qu'on peut voir Beit David, la maison de David. On peut voir le nom Israël. On voit tout cela ici et on voit à quel point l'archéologie est importante pour nous montrer l'histoire. Et l'histoire? Et le fait est qu'Israël existait depuis les temps bibliques et Israël existe encore aujourd'hui et il continuera d'exister aussi. Alors, quand je vous parle maintenant, évidemment, je suis au Brésil, mais Israël continue de vivre, malheureusement, en guerre, en conflit. Israël continue d'être attaqué et Israël se défend. Mais il est important de se rappeler que cela s'est passé dans le passé, mais qu'Israël continuera d'exister à l'avenir aussi. Alors, quand quelqu'un dit qu'Israël n'existe pas, qu'Israël a été créé en 1948, dites-leur de faire leur devoir, de chercher sur Internet la stèle de Mérempta. Ou bien ils peuvent aussi venir ici en personne au musée d'archéologie biblique et voir de leurs propres yeux l'inscription d'Israël venant du pharaon d'Égypte. Je suis vraiment impressionnée par tout ce que je vois ici. Voici maintenant l'archéologue Rodrigo Silva venu nous honorer de sa présence. Exactement. Je sais que tu as déjà fait la visite ici. Le shalom est à la fin, presque à la fin de la visite. Mais shalom les amis, je suis très heureux de t'accueillir ici. Je sais que tu as déjà été bien accompagné, mais je suis arrivé à ce moment, Aline, parce que je veux te montrer à toi et à tous ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux ce que, normalement, nous ne montrons pas. Les coulisses du musée, d'accord? Accès exclusif en Israël avec Aline. Accès exclusif. Vous ne verrez ça sur aucune autre chaîne. C'est seulement ici sur Israël avec Aline. Regardez, j'ai déjà demandé l'autorisation d'image au personnel. Ça vous dérange d'être filmé? Voici l'équipe qui travaille avec nous. Pourquoi est-ce bien que vous voyez cela? Pour que vous réalisiez combien l'entretien d'un musée demande de travail. C'est très cher, demande beaucoup de travail et regorge de détails. Il y a de nombreux spécialistes à Aline. Par exemple, ils remplacent actuellement toutes les vitres ici. Pour installer des vitres anti-reflets, afin que quelqu'un puisse prendre des photos avec flash sans endommager les pièces. Et pour faire ce travail, toutes les pièces doivent être retirées par Adriana, notre muséologue que tu as déjà rencontrée, et avec beaucoup de soin être stockées là-bas. Et le travail doit être fait le jour où le musée est fermé pour qu'il puisse rouvrir. Car nous recevons ici en moyenne 10 000 visiteurs par mois. Alors, ça doit être comme ça, en courant contre la montre. Et ici, tu as déjà fait un tour. Tu as vu comment les pièces sont disposées. Maintenant, Aline, je veux t'emmener. Comment dit-on là-bas en Israël? Tu as fait une vidéo dans le lieu très saint de Jérusalem? Où les pièces sont-elles travaillées? Où sont-elles stockées quand elles viennent d'Israël, par exemple? Certaines pièces doivent être mises en quarantaine, ce que peu de gens savent. Quarantaine, comme les personnes qui doivent être restées en quarantaine. Exactement, parce que parfois une pièce en métal peut arriver avec une sorte de champignon ou quelque chose d'autre qui peut contaminer. On ne sait pas comment elle a été manipulée, dans quelles conditions elle a été stockée, les changements de température, parce qu'Israël est sec. Quand je rapporte une pièce de là-bas, et rappelez-vous les amis, les pièces que nous rapportons d'Israël sont toutes documentées, approuvées par le département des Antiquités d'Israël. Aline le sait. C'est un travail sérieux. D'ailleurs, le département des Antiquités connaît le musée. Les pièces ont un numéro de série. Ils savent qui les possède, où elles sont au Brésil et si elles sont authentiques. Donc tout cela était bien documenté. Mais ici, le document apporte la légalité. Au pas, en direct, c'est comme ça. Alors, j'ai laissé un message, mais ces papiers donnent la légitimité documentaire à la pièce.
Mais comment je fais par rapport au climat? Le Brésil est tropical, Israël est sec, la pièce le ressent, surtout les pièces en métal, donc il faut qu'on prenne tout ça en compte, qu'on les emballe correctement. Une professionnelle de ce domaine sera présentée pour la première fois à la télévision. Quand on voit un musée comme ici, on a l'impression qu'il est figé dans le temps. C'est mignon, il suffit de nettoyer un peu la vitre et tout est réglé. En réalité, je pense que 90% des choses se passent en coulisses. Littéralement, figurativement, mais ça se passe à l'arrière du musée. Tu vas justement nous donner l'exclusivité d'y entrer. Et c'est vraiment, vraiment important. L'archéologie est relativement récente. Il y a 300 ou 400 ans, elle n'existait pas comme aujourd'hui. Et beaucoup de choses qui ont été découvertes, parfois il y a 100, 150 ans, ont été complètement détruites sans le vouloir, aussi par des archéologues amateurs, par des chasseurs d'antiquités. Beaucoup de choses finissent ainsi. Et l'effet du temps lui-même, sans oublier que beaucoup ont déjà été détruites dans l'Antiquité. Car une grande partie de ce que nous possédons ici vient d'un site archéologique qui fut le lieu d'une bataille, d'une guerre. Et quand une armée arrivait et mettait le feu, par exemple, nous avons ici des graines carbonisées qui ont été brûlées pendant une bataille. Exactement. Par exemple, de nombreux parchemins ont été découverts, comme les célèbres parchemins de la mer Morte. On a aussi retrouvé des parchemins apocryphes. Tu en as parlé sur ta chaîne. Depuis l'enfance de Jésus jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ces parchemins, des parchemins millénaires, ont été découverts. Ils ont été retirés de leur lieu d'origine en Égypte. Et que se passe-t-il dans ce cas? Ils venaient d'Égypte, pas d'Israël, mais ont été emmenés aux États-Unis, les parchemins et le climat humide là-bas. Des parchemins vieux de 1500 à 1800 ans restés enfouis, attendant d'être découverts. Après 1800 ans, ils ont été retirés, emmenés aux États-Unis, sans aucun soin, et ils se sont tout simplement désintégrés et ont été perdus après 1800 ans. Ce soin est crucial pour tout préserver, non seulement pour notre génération, mais aussi pour les générations futures. Allons-y, je suis déjà impatiente de découvrir. Et une autre chose, l'archéologie, c'est aussi de la production de contenu, c'est de la recherche. Donc tout cela devient aussi des articles scientifiques que nous publions, du matériel pour la salle de classe, de la compréhension, parce que le passé biblique est un puzzle de plus de 1000 pièces, dont la plupart ont été perdues. Nous n'avons que des fragments pour reconstituer le tableau. Allons-y, je vais vous montrer. Aline, donc ici nous entrons déjà dans les coulisses du musée d'archéologie biblique. Voici Lucas, l'un de nos chercheurs ici. Shalom. Ça va, Lucas? Il étudie sa Bible là-bas, non? Et nous avons aussi une équipe d'élèves qui font toujours des recherches. Nous encourageons la recherche académique. Adri, est-ce qu'on peut entrer un petit peu ici? Merci beaucoup. Je sais que tu t'es déjà occupé d'Aline ici au musée. Tu lui as déjà montré plein de choses. Mais je voulais aussi montrer, j'ai souvent évoqué ton travail de muséologue et l'importance de l'arrivée des pièces. Parfois, elles doivent rester en quarantaine à cause de risques de contamination. Commençons ici. Ceci n'est pas original. Regarde ça ici, tu peux voir ici. Ceci est une réplique, n'est-ce pas? Et dans quel contexte travaillons-nous avec ces répliques? Ceci est une réplique, d'ailleurs, d'une tablette avec une inscription cunéiforme. Les répliques, dans ce cas, sont utilisées pour que les enfants puissent avoir accès à ces informations. Dans un sens ludique, pour qu'ils puissent prendre les objets en main et comprendre la raison de ces petites images, de ces inscriptions. Donc, c'est important qu'ils puissent les manipuler. Et donc, nous utilisons des répliques pour cette expérience. Regarde, c'est intéressant. Parce que très souvent, la règle du musée est « ne touchez pas ». Mais selon la situation, la règle est l'inverse. Toucher, manipuler. Y compris les personnes qui ont besoin d'accessibilité. Une personne aveugle, par exemple, bénéficie aussi d'une réplique, car elle peut la toucher et imaginer l'original. Exactement. D'ailleurs, certaines statuettes sont en train d'être reproduites en réplique, justement dans ce but, pour que nous puissions accueillir ce public qui a besoin de ce projet tactile afin de permettre une compréhension que les yeux ne peuvent pas offrir. Mais le toucher le permettra. Exactement. À Haïfa, en Israël, il y a aussi un musée. Ils ont commencé avec un projet tactile, donc ils ont la pièce originale derrière la vitre. Pour éviter que les gens touchent, une réplique est installée à l'extérieur pour qu'ils puissent le faire.
Je pense aussi que la nature humaine veut parfois toucher et ressentir. Donc, c'est une façon pour que tout le monde, littéralement tout le monde, puisse s'approcher de l'archéologie, mais pas trop près non plus. Rodrigo sait ce qui s'est passé C'est vrai. au musée. Dis à tous ce qui s'est passé. C'était une longue histoire tragique, mais avec une fin heureuse. Le petit garçon s'est approché d'un vase de l'époque du bronze. Nous avons ici un vase, comme celui-ci, de l'époque du bronze, très ancien, un vase de cette taille. Il a voulu voir dans le vase, mais il s'est cassé en tombant. Et là, il y a eu beaucoup d'agitation, car ici, il est sous verre, mais chez eux, il était dans le couloir parmi beaucoup d'autres, ce qui a créé l'événement. Le père a couru en demandant pardon s'il pouvait payer, mais comment vas-tu acheter un autre vase datant d'environ 3000 ans avant Jésus-Christ? Mais le musée a fait preuve d'une grande sagesse pour gérer ce malheur, parce qu'ils ont appelé la muséologue avec la restauratrice et ont rappelé le petit garçon pour lui apprendre comment on restaure un vase. Comme il l'avait cassé en gros morceaux, il n'était pas difficile de le restaurer. Ce qui avait commencé comme une tragédie, pouvant devenir un traumatisme pour le garçon qui avait eu peur. Le garçon, passionné d'archéologie, est devenu soudainement archéologue ou restaurateur grâce à l'arrivée d'un laboratoire et à l'enseignement reçu. Là-bas, elle lui a pris la main et montré les outils. Voici comment on fait la restauration. Ils ont pris un autre vase là-bas, un faux, qu'ils ont eux-mêmes cassé. Maintenant, on va recoller ceux-ci ensemble ici. Expérience très intéressante, mais le cœur s'est serré avec le vase cassé. Je veux aussi préciser que c'est une question biblique. Lorsque Josué traverse le fleuve Jourdain, il est écrit que Dieu lui ordonne de prendre 12 pierres dans le fleuve et d'ériger un monument, un autel de pierre de l'autre côté. Et à quoi servirait ce monument de pierre? Pour enseigner aux enfants, afin que plus tard, lorsqu'ils demanderont « Qu'est-ce que cette pierre? Qu'est-ce que ce tas de pierres ici ?» pour que les parents et la communauté puissent leur expliquer « Ces pierres ont été retirées du fond de la rivière quand nous avons traversé. » Pour enseigner l'histoire. Donc, la Bible elle-même nous dit à quel point il est important d'enseigner l'histoire. Ici, on parle d'archéologie biblique. À l'époque, c'était appelé histoire. C'est simple, mais il est essentiel d'enseigner l'histoire aux générations futures. Et pour cette raison, il ne faut pas créer un traumatisme chez l'enfant. Au contraire, appelons-la, ramenons-la. Peut-être sera-t-il archéologue, mais nous accomplissons déjà ce commandement d'une certaine façon. L'idée biblique de transmettre aux générations suivantes, via les pierres, l'histoire vécue en terre d'Israël. Et enseigner de manière ludique, une expression qui revient toujours dans la Bible. Et Aline a mentionné ici cette expression, parce que lorsque tes enfants demanderont « Qu'est-ce que c'est ?» tu leur diras. À Pâques, ils chantent dans la pièce une chanson où l'enfant demande « Pourquoi cette nuit est-elle différente, papa ?» Pourquoi la nuit est-elle différente? Le Père raconte l'histoire et nous faisons pareil ici. Tu as donc ces répliques. D'ailleurs, je vois un vase original, n'est-ce pas? C'est un vase de l'époque romaine. Je vais faire le tour par ici. Que dire? Ici, c'est un accès exclusif, les amis. Il n'est pas encore au musée. Il sera exposé à l'avenir. Oui, il sera exposé plus tard. Bon, c'est en préparation. Je vois même davantage ici. Il y a un vase romain. Là-haut, il y a aussi un petit vase en albâtre dans le coin. Tu te souviens de la femme qui a apporté du parfum à Jésus dans un vase en albâtre? Et ici, il est écrit « en train de sécher ». Je ne sais pas si tu arrives à lire. Regarde, il est là. Regarde. Ne pas déplacer. Adri a écrit comme ça, ne pas déplacer. Parce que tu vois, tu sais ce qu'il y a sous ce « en train de sécher ». Ceci est un couvercle. Je peux l'enlever? Oui, Adri va le faire. Regarde, elle ne fait pas ça d'habitude parce que c'est tout un travail. Mais tu vois, regarde, en train de sécher. Un produit a déjà été utilisé dessus, tu vois. Oui, nous sommes intervenus hier pour un nettoyage local. Ils ont donc fait une intervention pour faire un nettoyage local. Pour faire un nettoyage local, là où il y avait une information écrite au stylo et l'information était erronée. Alors, pour nettoyer, pour enlever et tout ça. Et donc, il a fallu faire cette intervention. Regarde, tu vois, sur cette salle aussi, il est écrit « réserve technique ». Plusieurs pièces ne sont pas encore exposées là-bas. Une marmite romaine, des cruches en argile, une amphore, des pièces de monnaie. Il y a beaucoup de choses. Alors, Aline, tu es la première qu'on amène ici et avec qui on fait une vidéo ici. N'est-ce pas, Adriana? C'est la première. Alors, cet endroit ici, c'est le petit coin d'Adri où elle prépare avec beaucoup d'attention toute la collection pour que vous puissiez la visiter ensuite là-bas dans l'exposition permanente. Regardez, les amis, ici, c'est du travail de professionnel.
Merci beaucoup d'ouvrir pour nous. Merci aussi, Rodrigo, de nous donner cette opportunité. Ici, donc, c'est notre réserve technique, Aline. C'est l'endroit où nous gardons tous les objets qui ne sont pas exposés. Et ils passent par des processus d'hygiénisation, de traitement, de conditionnement. Ils viennent à la réserve technique et ici, nous nous occupons du suivi de ces objets. La réserve technique est un environnement contrôlé en termes d'humidité relative de l'air et de température. Ici, nous avons quelques objets que nous avons sortis des armoires, nos étagères coulissantes, parce que ces objets vont maintenant intégrer notre exposition permanente, puisque nous sommes à la veille de notre congrès. Donc, de nouveaux objets et des objets qui sont déjà passés par ce processus de recherche vont maintenant également intégrer l'exposition et nous préparons ces objets à cet effet. Je peux dire quelque chose de personnel. Quand je suis entrée ici, tu sens que l'ambiance est différente. Je ne sais pas si c'est exactement la climatisation, l'humidité, mais quand tu entres ici, tu sens que tu es dans un endroit différent. Être entouré de tant d'archéologie est encore plus intense qu'au musée. Même moi, je fais attention ici pour ne pas trop bouger, pour ne rien toucher ni faire tomber. Parce qu'on parle littéralement d'objets millénaires, mais c'est vraiment un travail gigantesque. Alors, les amis, pour ceux d'entre vous qui viendront au musée d'archéologie biblique à l'avenir, ce qui est en train d'être préparé ici sera exposé dans les prochaines, probablement semaines, mois. Ce sera vraiment prêt dans les prochains jours. Dans les prochains jours, à partir du 30 octobre, nous aurons déjà ce que nous appelons ici le musée d'archéologie biblique 2.0. Waouh! Nous avons préparé toute une mise à jour de l'expographie et ces objets seront là, disponibles pour que nous puissions aussi apprendre de chacun d'eux. Et ici, je vois qu'il y en a encore plus. C'est-à-dire, à chaque endroit où l'on regarde ici, il y a des objets anciens et tout. Vous pouvez voir, les amis, c'est très important. Tout est extrêmement bien catalogué. En archéologie, il ne s'agit pas seulement de trouver et extraire les objets, mais aussi de toute la recherche qui suit. Donc, il faut les trouver, comprendre ce qu'on a trouvé, les cataloguer et publier. La partie publication archéologique est extrêmement importante parce que tu ne peux pas garder ce savoir seulement pour toi. Pour l'archéologue, le découvreur, la faculté et l'université menant la recherche, c'est-à-dire, le but est de partager pour assembler ce puzzle. Parce que, parfois, ce qu'on trouve lors des fouilles archéologiques à Jérusalem complète les fouilles, par exemple, de Lachish. Donc, si on trouve des fouilles archéologiques, une partie du siège assyrien d'une autre ville en Judée. Mais ce siège montre aussi à quoi ressemblait le siège de Jérusalem. Donc, justement, il s'agit de prendre chaque petit morceau de céramique et d'assembler ce puzzle. Et ici, il y a vraiment beaucoup de ces pièces pour assembler ce puzzle. Et ici, les amis, regardez comment ça fonctionne. Ça fonctionne de cette manière. Ces armoires coulissantes sont très courantes dans de nombreux musées et départements d'archéologie à travers le monde. Justement parce qu'il y a tellement de choses, il faut optimiser l'espace au maximum. Et ici, j'ai ouvert et je vois différentes inscriptions. On voit aussi des clous. J'imagine qu'ils datent de l'époque romaine, n'est-ce pas? Oui, de l'époque romaine. Ce sont des clous de l'époque romaine. Et il y a vraiment ici une collection gigantesque et merveilleuse. Alors, les amis, je suis vraiment impressionnée par tout ce que j'ai vu ici au musée. Et je n'ai vraiment qu'à te remercier, ainsi qu'à Adri, d'avoir ouvert les portes ici, aussi derrière les caméras, pour que nous puissions voir. Alors, merci beaucoup, Rodrigue. Je recommande aussi à tout le monde qui ne suit pas encore, suivez la chaîne Rodrigue Silva Archéologie et venez aussi découvrir le musée d'archéologie biblique en personne. Dis aux gens comment ils peuvent venir découvrir. Écoutez, rendez-vous sur notre profil Instagram musée d'archéologie biblique.unasp. Vous y trouverez. Vous pouvez programmer une visite seule, en famille, avec votre petit ami ou celle que vous souhaitez, votre église ou votre communauté. Il y a des visites guidées en groupe et le musée fonctionne ici. Vous aurez tous les horaires et vous serez le bienvenu. Et pas seulement cela. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Le profil du musée d'archéologie biblique sera indiqué en légende ici. En plus de suivre Rodrigo Silva Archéologie, pensez aussi à suivre Israël avec Aline. Et merci beaucoup, vous êtes les bienvenus. Alors, un bisou à tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine. Shalom! Au revoir!